Alors, on parle carrément politique et on revient sur les résultats du dialogue sur le système politique. Des blocages ont été notés sur les libertés et les droits politiques. Et en conférence de presse, l'opposition qui a participé à ces concertations-là a déploré le refus de la majorité d'ouvrir des discussions sur les articles controversés du Code pénal, articles jugés liberticides. Évidemment, vous êtes de la majorité, je le rappelle. Quand ils parlent de reniement des principes démocratiques, vous répondez quoi? Ils ont mal compris la problématique. C'est quoi alors le problème? La problématique déjà était au cœur des discussions sur la réforme de la justice. Le précédent dialogue où j'étais, qui faisait partie du comité scientifique. Toutes ces questions ont été discutées et intégrées dans les 30 recommandations qu'on a soumises au président de la République. Et il y a un comité scientifique qui est en train de travailler, comité rédactionnel. Bientôt, le président, à l'ouverture du dialogue, l'avait annoncé dans un délai à peu près d'1 mois. En tout cas, ils auront bouclé le travail pour qu'on puisse avoir les projets législatifs, que ce soit des lois organiques ou des lois ordinaires, pour apporter les réformes donc, qui sont sorties des recommandations. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a une confusion terrible qui revient de manière récurrente, parce que vous parlez certainement de l'article 80 et de l'article 254. Les gens, souvent, ils confondent. Quand on parle de l'offense au chef de l'État, les gens, ils vous citent l'article 80. C'est pas l'article 80 qui parle de l'offense au chef de l'État. Donc, l'offense au chef de l'État est réprimée, punie par l'article 254. Ouais. Il y a 2 articles distincts. L'article 80 protège l'intégrité de l'État. Ouais. Les actes de nature à compromettre la sécurité publique et tout ça. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun esprit lucide qui peut vous dire qu'un texte de cette nature ne doit pas être maintenu dans un État démocratique. C'est-à-dire c'est une exigence républicaine. Quand on élit un pouvoir, légalement, de manière légitime, rien de plus normal de ne pas tolérer tout acte qui veut le renverser par la force, de manière subversive. Par contre, là où il y a la controverse, et je suis tout à fait d'accord, parce que je suis avant tout un défenseur des droits de l'homme, aussi un avocat, c'est l'article 254. Le débat s'est posé longtemps. Le président lui-même en a fait les frais, quelque part. L'article 254 qui parle effectivement, qui ne protège pas l'État, mais qui protège la dignité institutionnelle que représente le président de la République, qui dit qu'effectivement, le fait de s'attaquer par les propos, l'image, ou la parole, ou les écrits plutôt, est puni d'un emprisonnement qui peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans et d'une amende qui peut aller jusqu'à 1,5 million. Donc, là, pendant le précédent dialogue, quand même, il y avait un consensus qui s'était dégagé, qui était aussi celui soutenu par Amnesty International depuis de longue date, que peut-être, dans des cas comme ça, il faut peut-être laisser la possibilité au président de la République de porter plainte quelque part, ou en tout cas, ne pas donc maintenir cette législation qui, quand vous êtes inculpé sur la base de ces articles et que le président de la République, que le procureur de la République, excusez-moi, retire le mandat de dépôt, on vous maintient automatiquement quelque part. Donc, c'était une avancée quelque part. Donc, la question était déjà évacuée. Là, on parlait du dialogue sur le système politique. C'est pour ça que je dis système politique quelque part. On ne parlait pas sur les réformes de la justice, réformes pénales et tout ça. On n'allait pas refaire le dialogue. Ça, c'est pour ça que les représentants de la majorité ont évacué cette question. C'était pas une manière de minimiser, mais on a estimé qu'on n'allait pas refaire le débat de ce qui a été fait. Ça, c'est le premier. Oui, mais ça figurait dans les thématiques quand même. Il y avait une commission qui était chargée de ces questions-là. C'est ça. En fait, ça aussi, ce sont les questions de méthodologie. Oui. Ça s'est posé à l'ouverture. Parce que, en fait, ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est que les termes de référence du dialogue, c'était que des préconisations. Vous savez, n'importe quelle commission avait la possibilité de mettre de côté même les préconisations et d'adopter son agenda et de prendre, parce que les commissions étaient souveraines quelque part. Donc, c'était des idées qui ont été proposées par la direction générale. Donc, du coup, effectivement, les opinions se sont exprimées, mais nous, on a estimé, bien avant le dialogue, que, en tout cas, c'était un point qui avait été dégagé. Et moi, en tant
expert de la majorité, effectivement, je comprends tout à fait le fait que cette question ait été évacuée pour qu'on soit focus sur les questions qui étaient relatives véritablement au système politique et dont on a débattu. Donc c'est pour vous dire que ces améliorations sont à attendre dans la mise en œuvre, en tout cas, des recommandations du dialogue. Une mise en œuvre qui tarde, c'est peut-être là aussi le fond du problème. Non, rien de plus normal. Vous savez, là, on allait toucher quand même au cœur de notre architecture du droit pénal, quelque part. Et je pense que il y a beaucoup d'éléments, d'ailleurs, qui se sont recoupés. C'est comme le passage du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle, ce sont des questions. Donc, en réalité, en fait, comme on dit, donc, quand on enseigne aux étudiants à l'université, pour des raisons heuristiques, utilitaires, on a dissocié les deux dialogues. Mais en réalité, les deux dialogues sont les aspects d'une unique et même réalité quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a ce chevauchement, on trouve des choses qui se répètent et tout ça. Mais nous devons avancer avec méthode. Et la rigueur scientifique, la rigueur intellectuelle voudrait effectivement qu'on soit vraiment sur les questions qui vraiment sont relatifs au système politique. Je vous donne l'exemple de la commission où j'étais membre de la commission réforme institutionnelle. Nous avons eu 100% de consensus, même si récemment j'ai entendu des gens qui veulent faire dire le contraire. Mais je dis, des fois, il ne faut pas confondre en droit le consensus et l'unanimité. Le consensus, c'est lorsqu'il y a une large majorité qui se dégage pour quelque chose. Si vous reprenez les feuilles de présence, vous faites le décompte, vous verrez qu'il y a plus de 60% qui se sont prononcés pour le passage d'une cour, d'un conseil à une cour et d'une Sénat à une CENI quelque part. Et la question de la CENI est posée deux grands aspects, parce qu'il y a des gens, d'ailleurs des représentants donc d'organisations qui connaissent parfaitement la matière électorale, qui avaient deux craintes auxquelles nous avons pu apporter des réponses rassurantes. C'était de dire qu'il y a la Direction générale des élections qui est expérimentée en la matière. Il faut capitaliser son savoir-faire et garder. Et le second, c'est aussi la nécessité aujourd'hui, nous, même avec mon ami Diaga-Sylla, nous avons fait annuler le mois dernier le décret de nomination de certains membres de la Sénat. Donc nous avons estimé qu'il fallait aussi qu'on puisse apporter au-delà de la capitalisation de l'expérience de la Direction générale des élections et de la Sénat en tant que telle, il fallait qu'on puisse faire arriver à une représentation pluraliste quelque part. La pluralité. Et aujourd'hui, il y a un consensus, ça c'est formel, et qui s'est dégagé. Les gens, ils sont d'accord pour qu'il y ait une représentation plurielle, qu'il n'y ait pas que des nominations donc unilatérales du président de la République, mais en tout cas, même dans ces nominations, même si c'est le président qui prend la décision, qu'on tient compte de la pluralité, ça c'est acquis. Et le second, c'est effectivement, on va créer une commission nationale, donc commission électorale nationale indépendante, mais qui va marcher avec deux jambes quelque part. Première jambe, pour terminer, pour conclure, c'est que la DGE va être maintenue pour le volet opérationnel et le volet on va dire politique, sera géré par un conseil électoral. Et nous l'avons vu dans le cadre de benchmarking au Bénin ou dans d'autres pays, ils ont ça et ça marche bien. Après, ce qui n'a pas fait l'objet vraiment d'accord, on va dire, entre nous, c'est la composition, le fonctionnement et les attributions et l'intensité même du pouvoir. Parce que pour terminer, il y a des gens qui sont des membres de la Sénat ou de l'administration territoriale qui ont soulevé la nécessité de dire cette future instance qui va s'occuper des élections, quelle sera son emprise sur les préfets, les sous-préfets quelque part. Et je pense que le texte qui organise le ministère de l'Intérieur, les services du ministère de l'Intérieur, le règle déjà. On peut maintenir cela, mais le faire évoluer. C'est que, par exemple, en matière électorale, la DGE est à la disposition de la Sénat. D'accord. Il n'y a pas de gros problème sur les